Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Le 17 avril dernier, au Tchad, le maréchal Idriss Déby mourait au front, les armes à la main. Ce chef d'État, venu au pouvoir à la suite d'un coup d'État, venait de tomber au champ d'honneur en défendant son pays. Il est mort comme il avait toujours vécu, en guerrier. Sa disparition survient à un moment où la région du Sahel, dont le Tchad fait partie, est en proie à des convulsions terroristes meurtrières suite aux attaques incessantes de bandes terroristes de l'État islamique, de Boko Haram et d'Al-Qaïda. L'annonce de son décès a immédiatement provoqué un choc violent au sein de la population tchadienne, mais aussi partout en Afrique et même dans la plupart des chancelleries occidentales. Le Tchad, en effet, joue un rôle essentiel en abritant le QG de la force Barkhane et en mettant à sa disposition de nombreux militaires pour lutter contre les djihadistes dans la bande sahélienne. 3 mois plus tard, 3 mois ont passé. Qu'en est-il de la situation sur place ? Le président Macron, on le sait, a annoncé une réduction de la présence française de Barkhane au Mali, une intention déjà dévoilée il y a plusieurs mois et renforcée par le deuxième coup d'État survenu dans ce pays en moins d'1 an. Reste la force Takuba, composée pour l'essentiel de forces spéciales et destinée à pourchasser et à neutraliser les chefs djihadistes opérant au Sahel. Quant au Tchad lui-même, qu'en est-il au lendemain de l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, l'un des 2 fils du président défunt? Ce général de corps d'armée, fils d'eux, parvient-il actuellement à combler le vide laissé par son père? Parvient-il à instaurer des règles de bonne gouvernance? Est-il en capacité d'obtenir la confiance du peuple, en particulier de l'opposition? Peut-il durablement maintenir la paix civile dans un pays propre à l'instabilité? Ce sont toutes ces questions que j'ai souhaité aborder ce midi avec notre invité Ibrahima Thiam. Celui que les auditeurs de Diaspora Vision connaissent désormais comme un des leaders d'opposition au Sénégal, président du mouvement Un autre avenir, auteur de 2 livres de réflexion politique, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité, est en effet un bon connaisseur de la situation africaine dans son ensemble. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « Tchad, quand un Déby en cache un autre ». Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval. Vous avez raison de dire que je suis de très près les événements qui se déroulent en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest. On ne peut en effet prétendre aspirer aux plus hautes fonctions, dans mon cas, les présidentielles de 2024 au Sénégal, qu'en ayant une bonne connaissance des dossiers internationaux, en plus de ceux essentiels liés à la politique intérieure de mon pays, que conduit aujourd'hui, de façon souvent erratique, l'actuel chef de l'État, Macky Sall. Et votre choix du Tchad pour cette émission est très pertinent, car il joue un rôle capital dans la région. Alors je vous invite à entrer donc dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, sans plus attendre. Et tout d'abord, j'aimerais que vous me disiez quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort, les armes à la main, au cours de combats avec des rebelles, d'Idriss Déby, au cours du mois d'avril de cette année. Comme pour beaucoup d'Africains, la nouvelle a été un choc. Malheureusement, la région de Kanen, dans laquelle s'est produit cet événement a toujours constitué une menace pour la stabilité du pays.
L'incursion de bandes armées remonte au chaos libyen, il y a une dizaine d'années. On estime qu'il y a aujourd'hui encore quelques 30 000 mercenaires de diverses nationalités sous les ordres de Mahdi Ali. Et le 17 avril, c'est précisément contre une telle colonne qu'Idriss Déby s'est rendu sur place pour la contrer, alors que son fils, l'actuel chef de l'État, était également sur place, non loin de là. Nous savons que c'est au cours d'affrontements extrêmement violents que le maréchal a été grièvement blessé et évacué vers N'Djamena, où l'on a constaté son décès. Au lendemain de sa mort, on a craint pour la stabilité du Tchad. D'autant plus que le président de l'Assemblée nationale, successeur légitime d'Idriss Déby, en vertu de la Constitution, a décliné l'offre, s'estimant incapable de diriger un pays en guerre. C'est comme cela qu'un conseil militaire de transition de 15 membres s'est formé et que Mahamat Déby a été désigné. Il y avait un vide énorme à combler. Et l'armée, qui au Tchad a toujours été un rempart, y a pris sa part. C'est pour moi, si vous le voulez bien, l'occasion de rappeler que celui-ci est né en 1984, alors que son père était le chef d'état-major d'Hissène-Habré. Il a donc 37 ans aujourd'hui et est un général de corps d'armée. J'ajoute qu'il a étudié au lycée français Montaigne de N'Djamena, avant de poursuivre en France à Aix-en-Provence une classe prépa au collège militaire, puis ensuite de poursuivre son cursus à l'école de formation des officiers dans la capitale tchadienne. Voilà donc l'homme qui, du jour au lendemain, s'est trouvé propulsé au pouvoir comme une véritable balle de ping-pong. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ce prétorien en battle dress, autoproclamé successeur de son père? Certes, son arrivée au Palais Rose, comme on appelle le palais présidentiel à N'Djamena, s'est faite en dehors de tout processus démocratique. Mais du moins, n'a-t-il renversé personne? Contrairement à ce qui s'est passé à Bamako, il n'y a pas eu de coup de feu de tiré, ni d'arrestation. Seule la mort de son père au combat l'a conduit à remplir le vide laissé par sa disparition, alors même que le successeur constitutionnel s'était désisté. Il faut donc lui accorder un certain crédit, lui faire confiance. D'autant plus qu'il s'est engagé à garantir l'ouverture politique, le dialogue national et des élections libres dans un délai de 18 mois. Pour autant, la vigilance doit rester de mise envers celui que son père avait nommé en 2014 à la tête de la direction générale du service de sécurité des institutions de l'État, une unité d'élite au sein de l'armée. Dans la famille Déby, je pourrais tout aussi bien demander le frère. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de rivalité familiale ajouté au fait ethnique que son père était Zagawa et sa mère Goran? S'il existait des dissensions familiales, je pense qu'ils auront la sagesse de les taire dans l'intérêt du Tchad. Par ailleurs, je suis sûr que cette question liée au tribalisme n'a aucune raison d'être aujourd'hui. Il nous faut seulement souhaiter qu'au terme de la période de transition, fixée à 18 mois, les militaires regagnent leur caserne. Mahamat Déby a, depuis son arrivée, montré quelques signes encourageants, comme la libération du militant des droits de l'homme, Baradine Berdé, au nom de ce qu'il appelle une transition inclusive. La charte actuelle de la transition prévoit néanmoins une possible prolongation de 18 mois supplémentaires. Est-ce que cela vous inquiète? Pour éviter d'en arriver là, il convient que les Tchadiens, les premiers, s'entendent entre eux et aussi que la communauté internationale joue son rôle en finançant le dialogue national et l'organisation d'élections. Comme le dit Mahamat Déby lui-même, la démocratie est en cours. Je suis d'accord sur ce point. Mais si ces deux conditions sont réunies, il n'y aura aucune raison de prolonger cette période de transition. Est-ce que parvenu au terme de celle-ci,
vous ne redoutez pas que se mette en place au Tchad une succession dynastique, comme cela arrive ailleurs, périodiquement d'ailleurs en Afrique? Il y a toujours un risque en effet. Vous avez raison de soulever cette question, c'est une vraie interrogation. A priori, les membres du Conseil militaire de transition ont pris l'engagement devant le peuple de ne pas se présenter une fois leur mission accomplie, dont acte. Maintenant, vous savez, il peut se passer tellement de choses en 18 mois. Regardez ce qui s'est passé dans un pays voisin, le Mali, qui en moins d'1 an s'est offert 2 coups d'État, entraînant sa condamnation par la CEDEAO et la communauté internationale. Il ne faut jamais dire « puis je ne boirai pas de ton eau ». La semaine dernière, à propos du Sénégal, je ne vous ai pas caché que Macky Sall espérait bien se représenter pour un 3e mandat, alors que la Constitution ne lui en autorise que 2. Pour y parvenir, soit il viole la Constitution actuelle, soit il la modifie à nouveau, au gré de sa fantaisie et de ses humeurs. Et pourtant, le Sénégal est une grande démocratie et le pouvoir est entre les mains des civils. C'est dire qu'il ne faut jurer de rien. Tout peut toujours arriver. Est-ce que vous pensez que la Libye, Ibrahima Thiam, constitue toujours, même sans Kadhafi, une menace pour le Tchad? Certainement. Le chaos libyen, toujours actuel, constitue une véritable menace de déstabilisation pour toute la région. Beaucoup d'armes sorties des entrepôts de l'ancien colonel circulent librement. Ce qui est rassurant, c'est que l'armée tchadienne est considérée comme une des meilleures de la région. Souvenez-vous qu'en 2013, déjà, dans le cadre de ce qu'on a appelé la bataille de Tig Harar, l'armée tchadienne avait infligé une sévère déroute aux légions de Kadhafi. Donc, oui, la menace est réelle, mais le Tchad a les moyens de la contenir. J'aimerais profiter de cette émission, si vous en êtes d'accord, pour vous poser quelques questions sur des sujets connexes, eux aussi d'une brûlante actualité. Par exemple, que pensez-vous de l'arrivée sur le sol africain de mercenaires russes? C'est une question qui fait débat, et je pense en particulier à la République centrafricaine. C'est ainsi que le 31 mai dernier, par exemple, des affrontements très importants, très sévères, ont eu lieu entre ces mercenaires du groupe Wagner avec des Tchadiens, dont 5 d'entre eux ont d'ailleurs été faits prisonniers et exécutés. C'est en effet une question à la fois importante et inquiétante. S'agissant de l'incident que vous évoquez, une enquête internationale a été décidée d'un commun accord entre Bangui et Yamena. Attendons donc de voir ses conclusions. Mais plus généralement, j'observe en effet que des mercenaires russes combattent les rebelles en Centrafrique, aux côtés des forces armées du régime, et ce, depuis 3 ans. Au début, ils étaient considérés par la population comme des sauveurs. Et puis leurs atrocités, les détentions arbitraires, les tortures, les viols collectifs les ont déconsidérés. Je ne suis pas certain que le président Faustin Archange Touadéra ait bien fait de leur faire appel pour mater cette rébellion qui menaçait de s'en prendre à la capitale. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Va-t-il continuer à les laisser commettre leurs exactions ou va-t-il prendre le risque de se séparer de ceux qui l'aident à sécuriser son pouvoir? Ces mêmes militaires russes qui font des offres de service actuellement au Mali pour remplacer, le cas échéant, la force Barkhane. Poutine n'est-il pas en train finalement de mettre ses pions en place sur l'échiquier africain avec la complicité de certains chefs d'État? Nos pays n'ont pas refusé la France-Afrique pour lui substituer la Russie-Afrique. Mais la nature ayant horreur du vide, les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, s'efforcent de prendre pied sur le continent pour des raisons non seulement stratégiques et militaires,
mais aussi et surtout, je dirais, économique. Car ils savent qu'il y a avec l'Afrique un double marché, l'un de consommateurs en raison de la dimension du territoire et de l'importance des populations, et l'autre du fait de nombreuses matières premières que recèlent le sol et le sous-sol africain. En ce sens, l'Afrique est devenue un enjeu géostratégique et géoéconomique qui doit nous inciter à la prudence. Ce qui se passe en Centrafrique l'illustre comme un mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. L'Afrique entend aujourd'hui établir des partenariats équitables avec aussi bien des pays occidentaux qu'asiatiques, sans pour autant abandonner sa souveraineté et accepter des rapports dominant-dominé. Ce temps-là est révolu. Dans une de nos précédentes émissions, vous vous en souvenez, nous avons parlé du terrorisme au Sahel, de son influence sur l'activité en particulier des pasteurs nomades. Est-ce que l'annonce de la mort qu'on a appris il n'y a pas très longtemps du chef de Boko Haram, Aboubacar Sheko, est une bonne nouvelle selon vous? Aussi étrange que cela puisse paraître, je dirais oui et non. Car avec ou sans lui, Boko Haram reste Boko Haram. Dans ce genre d'organisation, comme l'État islamique ou Al-Qaïda, neutraliser son chef ne la fait pas disparaître. Et un successeur est rapidement désigné pour le remplacer. Mais cela porte néanmoins un coup au moral des terroristes et ralentit leur activité un moment, le temps nécessaire à son remplacement. Pour le reste, il ne faut pas se leurrer malheureusement. Le terrorisme, c'est comme une pieuvre. Lorsqu'on lui coupe un tentacule, il en repousse un autre. Eh bien, c'est sur cette dernière question que se termine notre émission d'aujourd'hui. Merci, Ibrahim Mathiam, de nous avoir apporté une fois de plus votre éclairage sur une actualité africaine, comme on le voit, souvent complexe et également très changeant. C'est moi qui vous remercie, Jean-Yves Duval, de me permettre, en tant que responsable politique sénégalais, de m'exprimer sur des sujets que j'ai à cœur, car, comme vous le savez, on ne peut prétendre à la magistrature suprême, ce qui est mon cas pour 2024, sans avoir une bonne maîtrise des dossiers internationaux parallèlement à ceux de politique intérieure. Alors, que conclure des propos de notre invité? Eh bien, que la plupart des dirigeants africains, mais pas seulement, sont frappés du syndrome d'Ibris, cette notion grecque inspirée par l'orgueil, le goût des honneurs et de l'argent, autrement dit, par leur volonté de s'accrocher au pouvoir, tels des arapèdes qui s'accrochent à l'or de rocher. Alors que même ces mêmes dirigeants devraient avoir pour une seule priorité celle de bâtir des économies modernes, susceptibles de créer suffisamment d'emplois pour un nombre croissant de jeunes, des jeunes désœuvrés mais connectés, qui seront, je le précise, près de 800 millions à l'horizon 2050 à arriver sur le marché du travail. Ils devraient aussi, ces dirigeants, s'assurer d'une meilleure répartition des richesses dans leur société, tant les écarts sont criants ici et là. En clair, ils devraient se préoccuper de l'intérêt général en matière de santé, d'éducation, de formation, de sécurité, davantage que d'eux-mêmes. D'autres dirigeants, comme on l'a vu en Centrafrique, mais aussi au Sénégal, recourent toujours, dans un réflexe pavlovien, aux bonnes vieilles méthodes pour asseoir leur régime, comme l'usage de la force, l'utilisation des voyers de la justice ou des médias, mais aussi la fraude électorale, en oubliant que l'Afrique de papa a vécu. Malgré ce constat un peu pessimiste, merci à vous qui nous écoutez, de nous être fidèles chaque semaine. Alors je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, samedi prochain, même lieu, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahim Mathiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval.
Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.